Au cœur même du Pakistan moderne, où un vent brûlant soulève la poussière chargée de sel millénaire sur les plaines, se trouve le témoignage silencieux d'un grand mystère. C'est la vallée de l'Indus, berceau de l'une des civilisations les plus anciennes et les plus énigmatiques de l'histoire de l'humanité. Ici, sous un soleil de plomb, l'Indus, témoin de l'ascension et de la chute d'innombrables empires, recèle son plus grand mystère. Et ce mystère s'appelle Mohenjo-Daro. Pendant des siècles, les habitants se sont transmis les légendes d'une étrange colline dominant la plaine aride. Ils l'appelaient Mohenjo-Daro, ce qui signifie « colline des morts » en sindhi. Pour eux, c'était un lieu maudit et abandonné, hanté par des esprits et imprégné de la tristesse des temps anciens. Ils l'évitaient, ressentant un malaise inexplicable émanant de ces ruines sans vie. Nul ne savait à qui appartenaient les ossements enfouis sous les couches de terre et de sable, ni quelle tragédie avait chassé les habitants de ce lieu à jamais. Tout bascula en 1922. L'archéologue indien Rakal Das Banerjee, explorant les vestiges d'un stupa bouddhiste du XIIe siècle après J.C., érigé au sommet d'une colline, fit une découverte qui stupéfia le monde. En creusant plus profondément, sous les fondations d'un monastère bouddhiste relativement récent, ces hommes mirent au jour quelque chose de totalement différent, d'une ancienneté inimaginable. Des artefacts et des fragments de maçonnerie émergèrent de la terre, sans aucun lien avec le bouddhisme ni aucune autre culture connue de la région. Puis, ils découvrirent des briques, parfaitement lisses, cuites et de taille standard, signe d'une culture développée et organisée. Banerjee comprit qu'il était sur le point de découvrir un monde entier disparu. Ce que les archéologues ont mis au jour au cours des années suivantes a dépassé leurs espérances les plus folles. Sous le sable, couche après couche, a émergé non pas un simple village ou une forteresse, mais une vaste métropole de l'âge du bronze, méticuleusement planifiée. Une ville qui a prospéré ici 2500 ans avant Jésus-Christ, contemporaine des grandes pyramides d'Égypte et des cités-États sumériennes de Mésopotamie. Mais contrairement au labyrinthe chaotique d'Ur ou de Memphis, Mohenjo-Daro était une merveille d'urbanisme. Ses rues s'entrecroisaient à angle droit, formant un quadrillage régulier. Les avenues principales étaient suffisamment larges pour que 2 charrettes à bœufs puissent y croiser. La ville était clairement divisée en 2 parties. La ville basse, où vivaient les artisans et les marchands, et la ville haute, la citadelle, qui s'élevait sur une plateforme artificielle pour la protéger des inondations. Les bâtiments, construits avec des millions de briques cuites identiques, étaient d'une fonctionnalité étonnante. Il s'agissait de maisons de 2, voire 3 étages, avec des cours intérieures offrant fraîcheur et intimité. Mais la découverte la plus incroyable attendait les explorateurs à l'intérieur. Presque chaque maison disposait de sa propre salle de bain et de ses propres toilettes. Un système d'égouts complexe et sophistiqué, installé sous les rues, évacuait les eaux usées bien au-delà des zones résidentielles. Un tel niveau d'ingénierie sanitaire ne serait atteint en Europe que 4000 ans plus tard. Au cœur de la citadelle, les archéologues ont mis au jour la Grande Piscine, une structure gigantesque revêtue de briques et enduite d'une couche de bitume naturel pour l'imperméabiliser. Sa fonction reste sujette à débat. S'agissait-il d'une piscine publique, d'un lieu d'ablution rituelle ou d'un élément d'un culte religieux inconnu? D'autres édifices monumentaux l'entouraient, notamment un immense grenier à grains dont la conception sophistiquée et le système de ventilation témoignent d'une économie centralisée et de la capacité de la cité à accumuler et à distribuer les ressources.
Cette ville fantôme a révélé bien des choses sur son passé. Elle témoignait d'un commerce florissant, comme en attestent les sceaux et les poids retrouvés. Elle révélait un savoir-faire artisanal exceptionnel. Élégants vases en argile, figurines en bronze, bijoux en cornaline et en or. Elle témoignait d'un peuple qui chérissait l'ordre, la propreté et le confort. Mais plus la ville dévoilait ses secrets, plus les questions se multipliaient. Qui étaient ces gens? Comment s'appelaient-ils? Quelle langue parlaient-ils? Leur écriture, gravée sur des milliers de minuscules sceaux de pierre sous forme de symboles mystérieux et d'images d'animaux, demeure indéchiffrable. Nous lisons leurs mots, mais nous ne pouvons les lire. Plus étonnant encore, aucun palais royal n'a été découvert dans cette immense cité complexe. Pas un seul tombeau monumental comme les pyramides des pharaons. Pas un seul temple majestueux dédié à des dieux redoutables, à l'instar des ziggourats de Mésopotamie. Qui gouvernait cette ville? Un conseil d'anciens? Une caste sacerdotale? Ou s'agissait-il d'une société unique, fondée sur des principes qui nous échappent encore? Mais le plus grand mystère, le plus glaçant, de Mohenjo-Daro réside dans son silence. Vers 1900 avant notre ère, la vie dans cette métropole florissante s'est figée. La ville n'a pas été détruite lors d'une grande bataille et aucune trace de massacre n'a été retrouvée dans ses rues. Elle n'a pas été ravagée par le feu ou un tremblement de terre. Elle est simplement restée vide. Les habitants sont partis, abandonnant leurs maisons, leurs ateliers, leurs rues. Comme si, un jour, un peuple entier s'était levé et avait disparu silencieusement de l'histoire, ne laissant derrière lui qu'une ville fantôme parfaitement agencée. La colline des morts a gardé son secret pendant 4000 ans. Et aujourd'hui, nous commençons à peine à nous poser les bonnes questions, cherchant la réponse dans le murmure du vent qui souffle dans ces rues désertes. Où est passée la grande civilisation de la vallée de l'Indus? Imaginez un monde né des eaux d'un grand fleuve. Il y a 5000 ans, tandis que les pharaons égyptiens commençaient à peine à bâtir leurs pyramides et que les cités de Mésopotamie rivalisaient pour le pouvoir, une civilisation dont la complexité et la sagesse continuent de fasciner s'épanouissait sur les vastes étendues du sous-continent indien. Ce fut l'âge d'or de la civilisation de l'Indus, ou civilisation arapéenne. Son cœur et son âme étaient l'Indus. À l'instar du Nil, l'Indus était bien plus qu'une simple source d'eau. C'était une artère vivante et palpitante, source de vie. Chaque été, ces eaux tumultueuses, caractéristiques de la mousson, débordaient de leurs rives, recouvrant les terres arides d'une couche de limon fertile. C'était un don annuel des dieux, la promesse de récoltes abondantes de blé, d'orge et de coton, le premier coton au monde, que les humains apprirent à filer et à tisser. Sur ces terres généreuses, dans une vallée protégée par les montagnes et le désert, des cités surgirent, différentes de tout ce que le monde avait connu jusqu'alors. Mohenjo-Daro, Harappa, Dholavira, Lothal. Il ne s'agissait pas d'amas chaotiques de huttes d'argile, mais de métropoles planifiées avec une précision géométrique et une clairvoyance étonnante. Leurs bâtisseurs n'avaient pas conçu de maisons individuelles, mais des quartiers entiers, des rues et des systèmes urbains. Les rues principales, larges et rectilignes, s'étendaient du nord au sud et d'ouest en est, se croisant à angle droit et formant un quadrillage parfait. Elles étaient suffisamment larges pour que 2 charrettes à bœufs puissent s'y croiser. Des rues plus étroites bifurquaient de ces axes principaux, menant à des quartiers résidentiels paisibles.
Ces maisons étaient de véritables prouesses d'ingénierie pour leur époque. Construites non pas en briques de terre crues, mais en briques cuites de dimensions standardisées, preuve de la production de masse et de l'uniformité des normes, elles étaient conçues pour la durabilité et le confort. La plupart des maisons comptaient 2 étages et des toits plats qui offraient probablement un espace de vie supplémentaire lors des soirées fraîches. Au centre de chaque maison se trouvait une cour intérieure, source de lumière et d'aération. Mais la caractéristique la plus étonnante se trouvait à l'intérieur. Presque chaque maison disposait d'une pièce séparée pour les ablutions et des toilettes. Ceci nous amène à la plus grande réalisation de la civilisation de l'Indus, des millénaires en avance sur son temps, son système d'assainissement. Sous les rues rectilignes de Mohenjo-Daro s'étendait un réseau invisible, un système d'égouts urbains d'une grande sophistication. Des tuyaux en terre cuite acheminaient les eaux usées de chaque maison vers des canaux revêtus de briques longeant les rues principales. Ces canaux étaient équipés de trappes de visite pour le nettoyage et la réparation. Rien de tel n'existait alors en Égypte ni en Mésopotamie. Ce système témoigne non seulement d'une supériorité technologique, mais aussi d'une profonde compréhension de l'hygiène et d'un souci constant du bien commun. C'était un monde où la propreté était érigée en véritable culte. L'aboutissement de cette idée fut le grand bassin de la citadelle de Mohenjo-Daro. Cet édifice monumental, revêtu de briques parfaitement alignées et imperméabilisées au bitume naturel, était bien plus qu'un simple réservoir d'eau. Ses marches descendant dans l'eau cristalline, son allure majestueuse et austère, tout témoigne de sa vocation rituelle. Ici, au cœur de la cité, les habitants accomplissaient des rites de purification, affirmant le lien entre pureté physique et spirituelle. La vie battait son plein dans ces villes. Dans leurs ateliers, les artisans créaient de superbes céramiques ornées de motifs complexes. Les joailliers travaillaient la cornaline, l'agate et le lapis-lazuli importés des lointaines terres d'Afghanistan, les transformant en colliers et bracelets d'une beauté stupéfiante. Les métallurgistes fondaient le cuivre et l'étain, coulant des outils, des armes et la célèbre statuette de la danseuse en bronze, un instant de grâce et de mouvement figé dans le métal. Cette civilisation n'était pas isolée. Ses routes commerciales s'étendaient comme des fils à travers montagnes et mers. La cité portuaire de Lothal, avec son bassin artificiel, accueillait des navires en provenance de Mésopotamie et des côtes de la péninsule arabique. Des sceaux arapéens ont été découverts dans les ruines de la cité sumérienne d'Ur et des artefacts mésopotamiens à Mohenjo-Daro. Ces sceaux, de véritables chefs-d'œuvre de stéatites sculptés d'images d'animaux, de créatures mythiques et de symboles mystérieux, servaient de carte de visite aux marchands, constituant leur signature et gage de qualité. Et pourtant, face à cette société ordonnée et prospère, un mystère fondamental demeure. Où sont les palais royaux? Où sont les tombeaux dorés des pharaons? Où sont les temples monumentaux dédiés aux redoutables dieux de la guerre et du pouvoir? Nous n'en trouvons aucun. L'architecture de Mohenjo-Daro est d'une remarquable égalitarisme. Les maisons des citoyens fortunés étaient plus vastes, mais construites selon le même plan que celles des artisans. Aucun édifice ne peut être formellement identifié comme le palais du souverain. Qui gouvernait ces cités gigantesques? Un conseil d'anciens? Une caste sacerdotale dont le pouvoir reposait sur des rituels de pureté? Ou peut-être une république commerçante dirigée par de riches marchands?
L'absence de symboles manifestes d'autorité despotique donne l'image d'une société fondée sur l'ordre, la coopération et la responsabilité collective, plutôt que sur la peur et la coercition. À son apogée, la civilisation de la vallée de l'Indus s'étendait sur plus d'1 million de kilomètres carrés, une superficie supérieure à celle de l'Égypte et de la Mésopotamie réunie. C'était un monde d'harmonie et de prospérité, un monde d'ingénieurs, de commerçants, d'artisans et d'agriculteurs. Un monde qui avait appris à vivre en harmonie avec le grand fleuve et qui avait bâti la société de demain sur ses rives. Mais leurs voix ne nous sont pas parvenues. Leurs inscriptions, gravées sur des milliers de sceaux, demeurent indéchiffrables. C'est un monde silencieux, dont nous ne pouvons qu'entrevoir les secrets en contemplant la perfection de ses ouvrages de briques et la sagesse de son urbanisme. Dans ce silence réside à la fois la grandeur et la tragédie d'une civilisation qui se tenait au seuil de l'éternité. À l'ombre des pyramides égyptiennes, érigées à la gloire des pharaons divinisés, et sur fond de ziggourats mésopotamiennes dominant des dieux redoutables, la civilisation de la vallée de l'Indus se dresse comme une anomalie saisissante. Une énigme historique enveloppée d'un voile de briques cuites. Lorsque nous contemplons les ruines de Mohenjo-Daro ou d'Harappa, nous cherchons instinctivement des traces de pouvoir. Nous recherchons ce qui caractérise les grands empires de l'Antiquité. Des palais où se jouaient les destins de millions d'êtres, des temples monumentaux où les prêtres communiaient avec les cieux, et des tombeaux remplis d'or pour assurer la vie éternelle à leurs souverains. Mais les cités de la civilisation de la vallée de l'Indus nous accueillent dans le silence. Une absence assourdissante et déconcertante de tout cela. Parcourez les rues de Mohenjo-Daro et vous découvrirez une merveille d'ingénierie. Des avenues rectilignes en forme de flèches se croisent à angle droit. Des maisons de 2, voire 3 étages, construites en briques cuites standardisées, sont chacune reliées à un système d'égouts urbains sophistiqué, une première mondiale. C'est un monde d'ordre, de planification et d'organisation incroyable qui s'étend sur 1,5 million de kilomètres carrés. Un tel système n'aurait pu naître du hasard. Il exige un contrôle centralisé, une volonté commune et une autorité forte capable d'imposer des normes des rivages de la mer d'Arabie jusqu'au contrefort de l'Himalaya. Et pourtant, les archéologues, après avoir passé au crible des tonnes de terre, n'ont trouvé aucun édifice que l'on puisse qualifier avec certitude de palais. Point de salle du trône, point de porte monumentale, point d'archives royales. Au cœur de la ville, dans la citadelle, se dressent des édifices publics, le célèbre Grand Bassin, dont la fonction rituelle est incontestable, et d'imposantes structures identifiées comme des greniers. Il s'agissait d'entrepôts destinés au bien commun et non de trésors pour un seul souverain. Mais qu'en est-il des temples? En Égypte et en Sumer, religion et pouvoir étaient indissociables. Le pharaon était un dieu, le roi Dur son représentant sur terre. Leurs temples dominaient le paysage urbain, servant de centre non seulement spirituel, mais aussi économique et politique. Les cités de l'Indus ne présentent rien de semblable. On n'y trouve ni statue colossale de divinité, ni autel pour des sacrifices de grande ampleur. La religion y existait sans aucun doute, comme en témoignent les milliers de petites figurines en terre cuite et les scènes représentées sur les sceaux, mais elle semble avoir été une affaire privée, un acte domestique et non un instrument de propagande d'État. L'artefact le plus proche de l'image du souverain découvert est la célèbre figurine en stéatite, connue sous le nom de « roi prêtre ». On y voit un visage calme et méditatif,
une barbe soigneusement taillée, un bandeau orné d'un autre bandeau et une cape à motif trèfle drapée sur une épaule. Mais ce nom n'est qu'une pure invention des découvreurs, inspirée par les exemples mésopotamiens. La figurine elle-même est minuscule, à peine 17 cm de haut. Elle est dépourvue des attributs de l'autorité divine ou militaire. Elle n'inspire pas la crainte, mais plutôt le respect. Cet homme était-il un souverain? Un grand prêtre? Ou peut-être simplement un chef de clan ou un ancien respecté? Le sage de pierre demeure silencieux, portant son secret pour l'éternité. Ce silence a contraint les chercheurs à formuler les hypothèses les plus audacieuses. Et si la civilisation de la vallée de l'Indus avait été une sorte de proto-république, gouvernée non par un roi unique, mais par un conseil? Un conseil de prêtres, d'aristocrates, ou, plus vraisemblablement pour cet empire commercial, un conseil des marchands les plus fortunés. Un pouvoir fondé non sur le droit divin, mais sur l'influence économique. Ces dirigeants invisibles n'avaient nul besoin de palais gigantesques. Leur pouvoir ne résidait pas dans les épées et les couronnes, mais dans la maîtrise des routes commerciales, de la distribution de l'eau et des céréales. La standardisation des briques, des poids et des mesures dans toute la vallée, voilà le véritable témoignage de leur puissance. C'était le pouvoir d'un système, non d'un individu. Une autre hypothèse, encore plus radicale, suggère que cette société reposait sur le pouvoir de l'idéologie et du rituel. L'ordre n'était pas maintenu par la crainte du roi, mais par des traditions profondément ancrées et une croyance partagée en l'harmonie cosmique. La construction des villes selon un plan uniforme, le respect des normes, le maintien de la propreté grâce aux égouts, tout cela n'était peut-être pas de simples décrets administratifs, mais un devoir sacré, partie intégrante d'une vie rituelle visant à préserver l'ordre de l'univers. Le souverain était la loi elle-même, la tradition elle-même. Qui étaient donc ces gens qui ont créé un monde sans roi ni temple, mais empli d'ordre et de prospérité? Étaient-ce des marchands pragmatiques qui ont établi la première oligarchie du monde, ou de sages prêtres qui ont gouverné par le rituel et le savoir, ou bien ont-ils réussi à bâtir une société égalitaire que nous, du point de vue de notre histoire marquée par la guerre et les despotes, ne pouvons même pas imaginer? L'absence de réponse est l'aspect le plus frappant de leur héritage. La civilisation de la vallée de l'Indus a prouvé qu'il était possible de bâtir une grande société sur des principes différents, que des structures urbaines complexes pouvaient exister sans l'ego démesuré des dirigeants. Ils n'ont laissé derrière eux ni pyramides ni statues, mais quelque chose de bien plus énigmatique, le modèle d'un monde hautement organisé où les dirigeants sont restés des figures fantomatiques et le centre du pouvoir, un trône vide. Chaque grande cité qui nous est parvenue des profondeurs du temps possède sa propre voix. Rome nous parle à travers le langage du droit et la pierre de ses aqueducs. Athènes s'exprime par le langage de la philosophie et l'harmonie du Parthénon. L'Égypte murmure les incantations du livre des morts, gravées sur les murs de ses tombeaux. Les voix du passé sont leurs écrits, un pont direct traversant les millénaires, nous permettant de sonder l'âme de peuples disparus depuis longtemps. La civilisation de la vallée de l'Indus avait une voix singulière. Elle ne résonne ni à travers des stèles monumentales, ni à travers d'immenses rouleaux de papyrus. Ces échos sont figés dans des milliers de minuscules artefacts disséminés parmi les ruines de ces cités. C'est une voix scellée dans l'argile et la pierre. C'est le silence des tablettes d'argile. Lorsque les archéologues commencèrent à découvrir ces objets, ils furent saisis d'admiration. Il s'agissait pour la plupart de petits sceaux carrés en stéatite,
une variété de stéatites. Chacun était un chef-d'œuvre miniature. La plupart étaient finement sculptés à l'effigie d'un animal, un zébu imposant à la bosse massive, un rhinocéros gracieux, un éléphant, un tigre ou la créature la plus énigmatique de toutes, la licorne, un animal ressemblant à un taureau ou à une antilope de profil avec une unique et longue corne. Et au-dessus de chaque animal figurait une courte ligne de symboles énigmatiques. L'écriture, la clé de tout. Ces sceaux se retrouvaient partout, dans les maisons des artisans, dans les citadelles des souverains, dans les entrepôts portuaires. Leur nombre était tel qu'il devenait évident que l'écriture, ou du moins son usage à des fins administratives, était largement répandue. Elle n'était pas l'apanage de quelques prêtres, mais un outil quotidien d'une société complexe et organisée. Outre les sceaux, on a retrouvé des inscriptions sur des tablettes d'argile, des plaques de cuivre, des céramiques et des outils. La civilisation arapéenne souhaitait communiquer. Elle nous a laissé des milliers de messages. Mais depuis un siècle, nous contemplons ces messages, incapables d'en déchiffrer un seul mot. L'écriture de la vallée de l'Indus est l'un des plus grands mystères linguistiques de l'histoire. Elle ne ressemble ni aux hiéroglyphes égyptiens, ni au cunéiforme mésopotamien. C'est un système absolument unique, né et disparu dans la vallée de l'Indus. Les chercheurs ont répertorié environ 400 signes distinctifs. Ce nombre est trop élevé pour un alphabet, où chaque signe représente un son, et trop faible pour une écriture purement hiéroglyphique, où chaque signe représente un mot ou un concept. Il s'agissait très probablement d'un système logosyllabique, une combinaison complexe de signes lexicaux et syllabiques, semblable à ceux utilisés par les Sumériens ou les Mayas. Les symboles sont fascinants par leur forme. Certains sont des images facilement reconnaissables, une personne, un poisson, un oiseau, un navire. D'autres sont purement abstraits, des grilles, des cercles, des ovales, des lignes entrecroisées. Ils sont disposés en lignes régulières, et nous savons même dans quel sens les lire, presque toujours de droite à gauche. Nous le savons pour une raison simple. Parfois, lorsque le scribe atteignait le bord gauche du sceau, il manquait de place, et les derniers symboles étaient condensés ou inscrits légèrement plus bas. Une simple erreur humaine, devenue un indice précieux pour les linguistes. Et c'est là que le mystère devient presque insoutenable. Le problème ne se limite pas à l'ignorance de la langue parlée par ces populations. Le principal obstacle réside dans l'incroyable brièveté des inscriptions. Une inscription arapéenne moyenne se compose de 5 symboles. La plus longue découverte, sur une grande pancarte provenant de la ville de Dolavira, ne contient que 26 caractères. Imaginez si de notre civilisation ne subsistaient que des logos d'entreprise, des panneaux de signalisation et des titres Twitter. Les érudits du futur pourraient-ils reconstituer notre littérature, notre philosophie et notre histoire à partir de ces seuls vestiges? C'est pourtant le cas ici. Nous n'avons ni code d'Hammurabi, ni épopée de Gilgamesh, ni annales royales, seulement ces brèves et laconiques traces, comme les cartes de visite d'un monde disparu. Depuis des décennies, les plus grands esprits du monde s'attaquent à ce problème. Les ordinateurs analysent la fréquence des symboles, recherchent des schémas et élaborent des modèles statistiques. Les linguistes tentent de trouver une langue apparentée. L'hypothèse principale, minutieusement développée par l'indologue finlandais Asko Parpola, est que la langue arapéenne appartenait à la famille dravidienne, des langues encore parlées aujourd'hui par des millions de personnes dans le sud de l'Inde. Cette théorie semble logique et s'appuie sur des preuves convaincantes.
Mais ce n'est qu'une hypothèse, aussi convaincante soit-elle. Sans texte bilingue, sans pierre de Rosette, où la même inscription figurerait à la fois dans la langue de l'Indus et dans une langue connue, comme le sumérien, tout cela reste pure conjecture. Une telle pierre n'a pas été découverte. Que nous apprennent donc ces tablettes silencieuses? Leur contenu était probablement d'ordre purement pratique. Ces sceaux étaient vraisemblablement utilisés dans le commerce et l'administration, à l'instar des signatures et sceaux modernes. Ils étaient imprimés sur des seaux d'argile servant à sceller les sacs de marchandises ou les portes d'entrepôt. L'inscription pouvait alors indiquer le nom du propriétaire, sa fonction, sa ville ou son clan, ou encore la description et la quantité des marchandises. Grange numéro 3. Propriété du marchand Intel. 20 mesures de grains. Et c'est là que réside la plus profonde ironie. Une civilisation qui a atteint le summum de l'urbanisme et de l'hygiène, créant une structure sociale d'une grande complexité, s'adresse à nous dans le langage de la bureaucratie et du commerce. Nous aspirons à entendre ses mythes, ses prières et ses chants. Au lieu de cela, nous ne recevons généralement que des reçus et des factures. Le silence des tablettes d'argile est plus qu'une simple absence de son. C'est un silence assourdissant au cœur même d'une grande civilisation. C'est une pièce close qui renferme leur nom, leurs croyances, leur histoire. Nous nous tenons devant la porte, nous apercevons le trou de la serrure, mais nous n'avons pas la clé. Les écrits de Mohenjo-Daro sont le plus grand héritage intellectuel de ses habitants et leur plus grande malédiction pour nous. Ils nous fixent du regard depuis les profondeurs des millénaires, parfaitement gravés, chargés de sens qui nous échappent, gardiens silencieux d'un monde que nous pouvons voir, mais que nous ne pouvons comprendre. Pendant des siècles, la civilisation de la vallée de l'Indus parut éternelle. Ces villes, bâties avec une précision mathématique, se dressaient comme des monuments imprenables, témoins du génie et de l'ordre humain. Telle une machine parfaitement réglée, la société fonctionnait sans le moindre accroc, assurant prospérité et sécurité à des millions d'individus. L'Indus et ses affluents nourrissaient généreusement les champs et les entrepôts regorgeaient de céréales. Caravanes et navires transportaient les fruits de leur labeur vers des contrées lointaines et revenaient chargés de marchandises exotiques et de gloire. Il semblait que ce monde, fondé sur l'harmonie et la prévisibilité, perdurerait à jamais. Mais même la pierre la plus résistante s'érode avec le temps. Et les premières fissures dans les fondations de la civilisation de la vallée de l'Indus ne sont pas apparues sous le coup d'une épée ennemie, mais sous le murmure silencieux et inexorable de la nature elle-même. L'artère principale qui nourrissait la vie au même titre que le puissant Indus était la rivière Gagar-Akra, que de nombreux chercheurs identifient à la mythique Sarasvati, célébrée dans les anciens Védas. Des centaines d'établissements, des petits villages aux grands centres urbains étaient situés sur ces rives. Cette rivière était le cœur d'une part importante de leur monde. Et ce cœur commençait à s'arrêter. Le climat, qui avait été leur fidèle allié pendant des siècles, commença à changer. Les moussons, prévisibles depuis des siècles au rythme du jour et de la nuit, devinrent capricieuses et imprévisibles. Des années de pluies abondantes s'alternèrent avec des décennies de sécheresse intense. Le Gagar-Akra, alimenté par les glaciers himalayens, s'assécha. D'abord, il se transforma en une succession de lacs et de marécages, puis devint un cours d'eau fantôme, un ruisseau saisonnier perdu dans les sables du désert du Thar.
Pour les populations dont la vie était inextricablement liée au cycle des semailles et des récoltes, ce fut une catastrophe qui s'étira au fil du temps. Les champs, qui donnaient 2 récoltes par an, se transformèrent en terres craquelées et desséchées par le soleil. Les canaux, jadis débordant d'une eau bienfaisante, s'asséchèrent. Les célèbres greniers de Mohenjo-Daro et d'Harappa, symboles de leur abondance, commencèrent à se vider. Les murmures de la faim, d'abord à peine audibles, se firent plus forts, se muant en un cri d'alarme incessant. Des régions entières, jadis centres agricoles florissants, se transformèrent peu à peu en déserts arides, contraignant des milliers de personnes à quitter leur foyer en quête d'eau et de nourriture. Les catastrophes naturelles furent aggravées par les conséquences de leurs propres actions. Les grandes villes furent reconstruites en briques cuites. La fabrication de millions de ces blocs standards, parfaitement lisses, nécessita d'énormes quantités de combustible. Les forêts, qui s'étendaient autrefois jusqu'aux remparts des villes, s'éclaircirent et reculèrent. Le bois fut utilisé pour les fours, les maisons et les navires. Cette déforestation massive mit le sol à nu, le rendant vulnérable à l'érosion éolienne et aux pluies torrentielles. La terre s'appauvrit. De plus, la transformation du paysage affecta le régime hydrologique. Les crues soudaines et violentes de l'Indus devinrent de plus en plus fréquentes et dévastatrices, emportant les récoltes et détruisant les systèmes d'irrigation. Les peuples qui avaient dompté la nature par l'ingénierie se retrouvèrent piégés. Leur principal matériau de construction devint l'une des causes de leur déclin. La 3e rupture survint le long des routes commerciales. La puissance économique de cette civilisation reposait sur des échanges actifs avec la Mésopotamie, Oman et l'Asie centrale. Des sceaux de l'Indus, des perles de cornaline et des objets en ivoire ont été retrouvés à des milliers de kilomètres de leur berceau. Mais dès le début du 2e millénaire, avant notre ère, ces échanges commencèrent à se tarir. Les textes cunéiformes mésopotamiens mentionnent de moins en moins souvent la mystérieuse contrée de Meluha, à laquelle la civilisation de l'Indus est associée. Les navires arrivaient moins fréquemment. Peut-être des problèmes internes, famine et instabilité sociale, ont-ils compromis la production de biens d'exportation? Ou peut-être des crises politiques chez leurs partenaires commerciaux ont-elles entraîné la fermeture de leur marché? Quoi qu'il en soit, l'un des piliers les plus importants de leur prospérité fut ébranlé. Privée d'un afflux de ressources extérieures, l'économie commença à s'autodétruire et à stagner. Ces chocs extérieurs ont inévitablement affecté la structure interne de la société. La standardisation, symbole d'unité et de contrôle centralisé, a commencé à vaciller. Les archéologues mettent en évidence des signes croissants de déclin. Les couches de fouilles plus récentes révèlent des briques de moindre qualité et une maçonnerie moins précise. Le système unique de poids et mesure s'est estompé et des variations locales sont apparues. La céramique s'est simplifiée et les motifs complexes ont disparu. Les villes elles-mêmes changeaient d'aspect. Les demeures majestueuses, autrefois propriété d'une seule et riche famille, étaient cloisonnées par de minces murs, se transformant en logements communautaires exigus. Ceci témoigne de l'afflux de populations rurales fuyant la sécheresse et de l'appauvrissement général des citadins. Le plan en damier des rues, autrefois parfaitement régulier, commençait à se trouver encombré d'ajouts anarchiques. Le vaste réseau d'égouts, véritable prouesse d'ingénierie, se bouchait par endroits et cessait de fonctionner, transformant des quartiers jadis propres en foyers de maladies. L'ordre cédait la place au chaos.
Les autorités, qui avaient maintenu cet ordre pendant des siècles, s'affaiblissaient manifestement, perdant le contrôle d'une situation de plus en plus complexe et désespérée. Ce ne fut pas un effondrement soudain, ce fut une cascade mortelle, un effet domino, où un problème en entraîna un autre. Le changement climatique provoqua la famine. La famine et la crise écologique alimentèrent les migrations et la surpopulation urbaine. Le déclin économique aggrava la pauvreté et les tensions sociales minèrent l'édifice politique. Les fondements d'une grande civilisation étaient couverts d'un réseau de profondes fissures. L'édifice tenait encore debout, mais sa structure était déjà irrémédiablement endommagée. C'était le début de la fin, le lent déclin d'une grande civilisation dont les habitants ne réalisaient pas encore que leur monde était déjà condamné. Le silence des grandes cités de la vallée de l'Indus est assourdissant. Les rues désertes de Mohenjo-Daro et d'Harappa, leurs citadelles silencieuses et leurs maisons abandonnées, posent la même question muette qui résonne à travers les millénaires. Que vous est-il arrivé ? Où sont passés des millions d'êtres humains ? Pourquoi l'une des plus grandes civilisations antiques a-t-elle péri ? Longtemps, il n'y eut qu'une seule réponse à cette question, une réponse apparemment exhaustive et glaçante, une réponse forgée par le feu et l'épée. Voici la première et la plus spectaculaire des théories, la théorie de l'invasion. Elle décrit non pas un lent déclin, mais un effondrement brutal et soudain. Selon cette version, la civilisation de la vallée de l'Indus n'a pas succombé à la vieillesse ou à des maladies internes. Elle a été assassinée, et l'assassin venait du nord. Imaginez le monde de la civilisation de la vallée de l'Indus durant ces derniers siècles. Un monde d'ordre établi, d'édifices monumentaux en briques cuites, d'un commerce florissant et, de la vie générale, d'une paix relative. Leur ville était dépourvue de puissantes murailles défensives comme les forteresses de Mésopotamie. Leur art n'était pas empreint de scènes de guerre et de triomphes de rois conquérants. C'était une civilisation de bâtisseurs, de commerçants et d'agriculteurs. Et puis, des cols enneigés de l'Hindu-Kush, des steppes arides d'Asie centrale, une force nouvelle et indomptable surgit sur la scène historique. Il s'agissait de tribus indo-aryennes. Nomades, ils vivaient sur la selle et vénéraient la tempête comme leur dieu. Ils ne bâtissaient pas de villes, mais maîtrisaient l'art de la guerre. Leur arme principale, une avancée technologique majeure pour l'époque, était le char de guerre, rapide, maniable et porteur de mort et de panique. Leur société était imprégnée d'un esprit guerrier, leur culture célébrait la bravoure au combat et leur panthéon était dominé par Indra, dieu guerrier, seigneur de la foudre et du tonnerre. Ainsi cette jeune et avide civilisation, assoiffée de nouveaux pâturages et de nouvelles terres, déferla sur les fertiles plaines de l'Indus. Que pouvaient faire les paisibles citoyens d'Harappa face à cet assaut ? Leur monde ordonné se trouvait confronté à une fureur qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contenir. Longtemps, cette théorie n'a pas été qu'une simple hypothèse, mais pratiquement la version officielle de l'histoire. Et elle reposait sur deux piliers apparemment inébranlables, l'archéologie et les textes anciens. Le principal défenseur de cette théorie au milieu du XXe siècle était l'archéologue britannique Mortimer Wheeler. C'est lui, lors de fouilles à Mohenjo-Daro, qui découvrit ce qu'il considérait comme une preuve irréfutable d'un massacre. Dans les couches supérieures de la ville, pratiquement à la surface, des squelettes humains furent mis au jour, dispersés de façon chaotique. Ils n'avaient pas été inhumés dans des tombes rituelles. Ils gisaient là où ils étaient morts, dans les rues, sur les escaliers des bâtiments publics, dans les maisons.
des hommes, des femmes, des enfants. Certains portaient des marques sur le crâne, apparemment infligées par des épées ou des haches. Wheeler a brossé un tableau saisissant, presque cinématographique, des derniers jours de Mohenjo-Daro. Il a décrit l'attaque surprise, les cris de terreur, les habitants pris au dépourvu et massacrés sans pitié dans les rues de leur cité. Les 13 squelettes découverts dans la chambre des morts sont devenus un exemple emblématique, un symbole de l'invasion barbare qui a marqué la fin d'une ère. Les strates archéologiques portant les traces d'incendie et de destruction n'ont fait que renforcer ce tableau macabre. Le second pilier de cette théorie reposait sur les textes sacrés des Aryens eux-mêmes, les Védas, et plus particulièrement le plus ancien d'entre eux, le Rig Veda. Ces hymnes, composés plusieurs siècles après l'invasion supposée, regorgent de descriptions de batailles. Ils glorifient le dieu Indra sous le nom de Purandara, destructeur de forteresses. Les hymnes célèbrent ses victoires sur les Dasyus ou Dassas, des ennemis à la peau sombre et sans nez, qui s'étaient réfugiés dans des cités fortifiées appelées Puras. Lui, Indra, a anéanti les forteresses des Dasyus. Lui, le généreux, par la puissance de sa magie, a réduit en miettes leurs 99 forteresses. Ces vers semblaient décrire directement la guerre entre les envahisseurs aryens et la population autochtone de la vallée de l'Indus. Les érudits ont aisément fait le lien. D'un côté, les forteresses, les citadelles d'Harappa et de Mohenjo-Daro, de l'autre, les ennemis des Dasyus, le peuple dravidien qui avait créé cette civilisation, et de l'autre, le héros victorieux Indra, dont les incarnations terrestres, des chefs aryens sur leurs chars, avaient effacé de la surface de la terre une culture qui leur était étrangère et incompréhensible. Le tableau qui se dessina était clair et brutal. Une civilisation ayant atteint des sommets incroyables en matière d'urbanisme, d'hygiène et d'artisanat se retrouva impuissante face à la force brute des armes. Un choc des mondes classiques eut lieu, sédentaire et nomade, agricole et belliqueux. L'ordre fut balayé par le chaos. L'âge du bronze céda la place à une nouvelle ère, imposée par la force des armes. La grande civilisation de la vallée de l'Indus ne s'effondra pas par épuisement. Elle fut anéantie par les flammes de la guerre, ces derniers habitants mourant dans les rues de leur cité jadis florissante. Cette théorie a dominé pendant des décennies. Logique et grandiose, elle offrait une réponse simple à une question complexe. Elle expliquait tout, la disparition soudaine de la civilisation harapéenne et l'émergence d'une nouvelle culture indo-aryenne sur ses ruines. Mais était-ce vraiment si simple? Ce tableau, brossé avec tant d'assurance et de précision, était-il parfaitement exact? Après l'enthousiasme initial suscité par la cohérence de la théorie, les scientifiques commencèrent à examiner les détails, et des failles apparurent dans les fondements de cette théorie apparemment inébranlable. Il y avait trop peu de squelettes pour des villes de milliers d'habitants. La datation de ces restes était trop incertaine, et trop de questions restaient sans réponse. Peut-être l'ennemi était-il tout autre, et peut-être ne venait-il pas d'au-delà des montagnes, mais se cachait-il dans la terre et l'eau même qui avait nourri cette grande civilisation pendant des siècles? Si l'épée de bronze aryenne n'a laissé que des blessures fantômes sur la civilisation de la vallée de l'Indus, alors peut-être devrions-nous chercher le véritable coupable ailleurs. Et si l'ennemi n'était pas fait de chair et de sang? Et s'il ne portait pas de casque et ne parlait aucune langue étrangère? Et si l'ennemi était la terre même qu'ils foulaient, l'eau même qui irriguait leurs champs et le ciel même auquel ils imploraient les récoltes?
La seconde grande théorie du déclin de Mohenjo-Daro nous éloigne du champ de bataille pour nous plonger au cœur du chaos élémentaire. C'est la théorie de la colère de la nature. Au cœur de ce drame se trouve celui qui incarnait tout pour les Harapéens, Dieu créateur et destructeur. Le fleuve Indus, puissant, imprévisible, il donnait la vie et la reprenait avec la même indifférence. Pour une civilisation dont les cités, telles de précieuses perles, étaient enfilées sur son fil d'eau, l'Indus était essentiel. Ses crues fertilisaient la terre, ses eaux alimentaient des canaux et des systèmes d'adduction d'eau complexes, sans équivalent dans le monde antique. Mais ce même bienfaiteur recelait aussi une puissance destructrice colossale. En dévoilant progressivement les vestiges de Mohenjo-Daro, les archéologues ont mis au jour des traces indélébiles de cette lutte. La ville porte les stigmates des inondations. Des coupes transversales des strates culturelles révèlent d'épaisses couches de limon et de sable fluvial, vestiges d'au moins 5 inondations catastrophiques, chacune ayant enseveli les parties basses de la ville. Il ne s'agissait pas de crues saisonnières ordinaires, mais de véritables tsunamis venus du cœur du continent. Imaginez ceci. Génération après génération, les habitants de Mohenjo-Daro ont mené une lutte titanesque contre leur fleuve. Les eaux montaient, inondaient les rues, pénétraient dans les maisons et détruisaient les greniers. Lorsqu'elles se retiraient, laissant derrière elles chaos et désolation, le peuple ne se laissait pas abattre. Il revenait. Avec une ténacité admirable, il déblayait des tonnes de boue, consolidait les vieux murs et en construisait de nouveaux, élevant toujours plus haut la ville. Les fondations des bâtiments de Mohenjo-Daro constituent un témoignage unique de désespoir et d'espoir. Elles furent bâties sur les anciennes fondations englouties, transformant la ville en une colline artificielle surgie de la boue. Mais c'était une tâche de Sisyphe. Chaque inondation était bien plus qu'un simple coup dur matériel. Elle minait l'économie, détruisait les récoltes et engendrait famine et maladie. Elle épuisait les ressources et, surtout, la volonté du peuple. Des générations nées dans une lutte constante contre les éléments pouvaient finir par perdre espoir en leur avenir sur cette terre à la fois maudite et bénie. La ville, qu'il fallait sans cesse sauver et reconstruire, cessait d'être un foyer pour devenir une prison. Certains chercheurs vont plus loin, suggérant qu'il ne s'agissait pas de simples inondations, mais d'un phénomène bien plus massif. Les géologues soulignent que la région où la civilisation de l'Indus a prospéré est tectoniquement active. Un puissant soulèvement de la croûte terrestre en aval de l'Indus aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Imaginez un séisme soulevant une portion de terre et créant un gigantesque barrage naturel. Le puissant Indus, prisonnier de sa propre vallée, déborderait, transformant des terres fertiles en un vaste lac stagnant. Dans ce scénario, Mohenjo-Daro et d'autres villes n'auraient pas été simplement inondées temporairement, mais lentement submergées par les eaux pendant des mois, voire des années. Ceci expliquerait les épaisses couches de sédiments lacustres découvertes par les archéologues. Une telle catastrophe aurait complètement paralysé la vie. L'agriculture serait devenue impossible, les voies commerciales fluviales auraient été coupées, et les villes elles-mêmes se seraient transformées en marécages putrides et infestés de paludisme. Ce serait une lente apocalypse, l'étranglement de la civilisation dans les bras de son propre fleuve. Mais l'eau n'était pas le seul ennemi. Un autre adversaire, invisible et bien plus insidieux, s'ajouta à cela: le climat. Le cœur de l'économie agricole de la civilisation de la vallée de l'Indus résidait dans les moussons,
ces pluies saisonnières provenant de l'océan Indien. Pendant des millénaires, leur rythme fut prévisible et régulier. Mais il y a environ 4000 ans, ce rythme fut perturbé. Les paléoclimatologues, étudiant les sédiments du fond de la mer d'Arabie et les glaciers de l'Himalaya, ont conclu que durant cette période, les moussons ont commencé à s'affaiblir et à se déplacer vers l'est. Pour les habitants de la vallée de l'Indus, ce fut un véritable fléau. Les pluies estivales habituelles se firent de plus en plus rares et insuffisantes. Les rivières alimentées par les moussons s'asséchèrent. Les champs qui, la veille encore, donnaient 2 récoltes par an commencèrent à se dessécher et à se fissurer sous l'effet de la chaleur. L'ère de la grande sécheresse avait commencé. Ainsi, affaiblis et épuisés par des inondations incessantes et peut-être par les conséquences d'une catastrophe tectonique, la civilisation reçut le coup de grâce, la famine. Le système complexe de gouvernance centralisée, fondé sur la collecte et la redistribution des surplus de céréales, s'effondra lorsque ces surplus vinrent à manquer. Les immenses greniers de Mohenjo-Daro étaient vides. Des villes conçues pour accueillir des dizaines de milliers d'habitants ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. La colère de la nature se révéla multiforme. Elle frappa de toutes parts, des torrents d'eau venus du nord, la sécheresse du sud et la terre tremblant sous leurs pieds. Il ne s'agissait pas d'un événement unique, comme une invasion. Ce fut un processus long et éprouvant, s'étendant sur des siècles. La civilisation ne s'effondra pas du jour au lendemain. Elle s'éteignit lentement, comme un feu d'abord étouffé puis privé de combustible. Les peuples ne furent pas exterminés, ils furent contraints à l'exil, à quitter leur cité magnifique mais condamnés, en quête d'eau et de nourriture, se fondant dans l'immensité du sous-continent. Ils ne perdirent pas la guerre contre l'humanité. Ils perdirent la guerre contre la planète. Et les grandes cités, englouties par le silence et la terre, ne restèrent que les témoins de ce conflit titanesque et tragique. Et si l'ennemi n'était pas aux portes? Et s'il ne venait pas de lointaines montagnes, brandissant le feu et l'épée, apportant une langue et des dieux étrangers? Et si l'ennemi le plus redoutable était déjà à l'intérieur, sans armes, sans cri de guerre? Silencieux, invisible, il agissait comme un poison lent, pénétrant le cœur même d'une grande civilisation au fil des années, des décennies. Voici la 3e théorie, la théorie de l'effondrement interne. Revenons à Mohenjo-Daro et Harappa. Leur géométrie parfaite, leurs rues calibrées au centimètre près, leurs briques uniformes, comme si elles sortaient d'une même chaîne de montage. Cette standardisation, cette étonnante uniformité sur un vaste territoire, des côtes de la mer d'Arabie aux contreforts de l'Himalaya, témoigne non seulement du génie des ingénieurs de la vallée de l'Indus, mais aussi d'un système de gouvernance incroyablement rigide et centralisé. Un système qui dictait tout, de la largeur de la rue principale au poids d'un étal sur le marché. Un tel système, tel un colosse aux pieds d'argile, paraît indestructible, mais peut se révéler d'une fragilité surprenante. Sa force réside dans l'ordre, et la moindre perturbation de cet ordre menace de faire craindre une catastrophe. Les premières fissures sont probablement apparues dans l'économie. La civilisation de la vallée de l'Indus était un empire commercial. Ses navires sillonnaient les eaux du golfe Persique, ses caravanes transportant cornaline, lapis-lazuli et ivoire jusqu'en Mésopotamie. En échange, ils recevaient des métaux, de la laine et surtout conservaient leur prestige. Mais le monde n'est pas figé. Que s'est-il passé lorsque les routes commerciales établies ont été perturbées?
peut-être une instabilité politique en Sumer et à Akkad. Peut-être de nouvelles tribus ont-elles bloqué les routes terrestres. Ou encore, un déplacement du littoral, rendant des ports comme l'Otal moins accessibles. Le flux de richesses qui alimentait l'élite commença à se tarir. Le luxe, qui était une preuve manifeste de la faveur divine et du droit de régner, devint moins accessible. Et lorsque la classe dirigeante s'affaiblit, elle commence à perdre le contrôle. Mais il existait un autre ennemi, plus fondamental, la terre même qu'ils avaient si magistralement domptée. La construction de ces gigantesques cités de briques cuites exigeait des quantités colossales de combustible. Des milliers d'arbres furent brûlés dans des fours pendant des siècles. Les forêts qui recouvraient jadis la vallée de l'Indus s'éclaircirent et reculèrent. Il ne s'agissait pas d'un simple problème esthétique. La déforestation entraîne l'érosion des sols et des modifications des régimes de précipitation. La terre qui avait si généreusement nourri des millions de personnes commença à s'épuiser. Les récoltes devinrent plus aléatoires. Les grands greniers, symboles de stabilité et de prospérité, risquaient de ne plus être aussi remplis qu'auparavant. Le déclin économique et les pressions environnementales engendrent inévitablement des tensions sociales. Imaginons une société fondée sur une hiérarchie et un ordre strict. Que se passe-t-il lorsque cet ordre ne garantit plus la prospérité? Lorsqu'un agriculteur donne une partie de sa récolte sans rien recevoir en retour, lorsqu'un artisan produit des biens, mais qu'un marchand ne parvient pas à les vendre, lorsqu'un prêtre ou un souverain accomplit des rituels, mais que les dieux ne dispensent plus ni pluies abondantes, ni récoltes généreuses. La confiance dans le système commence à s'effriter. Les archéologues observent des signes de cette désintégration dans les couches plus récentes de Mohenjo-Daro. La planification grandiose cède la place au chaos. De nouveaux bâtiments sont érigés au hasard avec de vieilles briques. Les demeures luxueuses sont morcelées en petits logements exigus pour plusieurs familles. Les espaces publics, jadis sacrés, sont envahis par des baraques de fortune. Le système d'égouts, merveille d'ingénierie antique, est bouché et hors service. La ville commence à s'autodétruire. Ce ne sont pas les marques d'une bataille, ce sont les stigmates de l'agonie. Le lent déclin d'un organisme qui a perdu la volonté de vivre. L'autorité centrale, quelle qu'elle fût, un conseil de prêtres, une assemblée de marchands ou un roi, avait manifestement perdu le contrôle. Elle ne pouvait plus contraindre les gens à nettoyer les égouts, à respecter les règles d'urbanisme ni à entretenir les bâtiments publics. Chacun commença à se débrouiller seul. Puis commença l'exode. Non pas une fuite paniquée devant une armée ennemie, mais un lent et progressif départ des populations des villes. Elles partaient non pas chassées, mais parce que les villes avaient cessé d'être des centres d'opportunité et de sécurité. Elles étaient devenues un piège, un symbole d'espoir déçu. Les gens retournèrent à une vie rurale plus simple. Ils se dispersèrent dans la vallée en petites communautés où il était plus facile de subvenir à leurs besoins et où il n'était plus nécessaire d'entretenir les infrastructures urbaines complexes et désormais obsolètes. La civilisation n'a pas été détruite, elle s'est simplement dissoute. Ses grandes réalisations, l'écriture, l'architecture monumentale, la gouvernance urbaine complexe, se sont révélées superflues dans le nouveau monde décentralisé. Le savoir a disparu non pas parce que ses détenteurs ont été exterminés, mais parce qu'il n'était plus nécessaire. L'ennemi intérieur s'est révélé le plus terrifiant. Il s'agissait de l'épuisement des ressources, de la crise économique et, par conséquent, de la rupture du contrat social. Les gens ont tout simplement perdu foi en leur civilisation.
Ils n'ont pas lutté pour elle. Ils se sont détournés et sont partis, laissant derrière eux des rues désertes et de grandes citadelles lentement englouties par le temps. Le squelette de la grande bête est resté dans le désert. Un rappel silencieux que même les systèmes les plus puissants peuvent s'effondrer sous le poids de leurs propres problèmes. Parmi les ruines silencieuses de Mohenjo-Daro, des témoins se dressent dont le langage se passe de traduction. Des témoins de chair et de sang, ou plutôt de ce qu'il en reste. Des ossements, des restes humains, non pas dans des tombes ordonnées ou des sépultures sacrées, mais éparpillés dans les rues et les maisons, figés dans la position de leurs morts. Ce sont ces squelettes qui ont donné naissance à la théorie la plus dramatique, la plus cinématographique et, pendant des décennies, la plus populaire sur la disparition de la cité. Imaginez la scène découverte par les premiers archéologues. 13 personnes, hommes, femmes et un enfant, gisaient dans une même pièce, tordue par l'agonie. Un homme, face contre terre, sur les marches d'un puits public, semblait ramper pour une dernière gorgée d'eau. Une famille de 4 personnes était retrouvée dans la rue, leur posture suggérant une mort soudaine et atroce. La légendaire rue des morts devint le symbole de cette tragédie. Pour l'archéologue Sir Mortimer Wheeler, qui a mené des fouilles sur ce site au milieu du XXe siècle, la situation était d'une clarté limpide. Il voyait devant lui non seulement des vestiges, mais la preuve irréfutable d'un massacre. Il a établi un lien entre cette découverte macabre et des textes anciens, notamment les hymnes védiques, en particulier le Rig Veda. Dans ces textes, le dieu guerrier Indra est dépeint comme un Purandara, un destructeur de cités fortifiées. Wheeler était convaincu d'avoir découvert le site d'une telle destruction. Une image saisissante et épique naquit de son imagination et se déposa sur les pages de ses récits. Des hordes de tribus aryennes belliqueuses, déferlant du nord sur des chars, armes de fer à la main, s'abattirent sur les cités paisibles et prospères de la civilisation de la vallée de l'Indus. Les habitants de Mohenjo-Daro, qui n'avaient jamais connu la guerre systématique et ne disposaient pas d'armées puissantes, devinrent des proies faciles. Les derniers défenseurs périrent sur les remparts de la citadelle et la population civile fut impitoyablement exterminée dans les rues. Les squelettes découvertes par les archéologues sont ceux de ces victimes, les derniers citoyens d'une grande civilisation, tombés sous les épées des conquérants. Cette théorie, celle de l'invasion aryenne et du génocide total, était simple, claire et incroyablement convaincante. Elle expliquait tout d'un seul coup, le déclin soudain des villes, la disparition de la culture et l'émergence de nouveaux peuples sur la scène historique. Pendant des décennies, elle a dominé les manuels d'histoire et la conscience collective. Mohenjo-Daro est devenu le symbole d'un massacre de grande ampleur. Mais lorsque les grandes théories se taisent, les os eux-mêmes se mettent à parler, et leurs murmures, perçus par une nouvelle génération de scientifiques armés non seulement d'une pelle mais aussi d'un microscope, racontaient une toute autre histoire. Le premier coup porté à la théorie de Wheeler fut un simple calcul. Combien de ces victimes du massacre furent réellement retrouvées? Pas des milliers, ni même des centaines. Au cours des années de fouilles dans cette immense métropole, qui abritait jadis jusqu'à 40 000 habitants, seuls 44 squelettes environ furent découverts. La mort de 40 personnes pouvait-elle indiquer la destruction d'une ville entière? Cela ressemblait davantage à un incident tragique qu'à une extermination totale. La question du lieu de la découverte se posa alors. S'il s'agissait d'une bataille, de l'ultime résistance pour la ville,
les restes des défenseurs auraient été retrouvés aux portes, sur les remparts de la citadelle, dans les armureries. Or, les squelettes étaient dispersés dans les zones résidentielles. Ils ne portaient aucune arme. Leur posture n'indiquait pas un combat. Mais le coup le plus dur porté à la théorie de l'invasion est venu de l'anthropologie médico-légale. Dans les années 1960, puis dans les années 1980, les restes ont été étudiés minutieusement par des spécialistes comme l'anthropologue américain Kenneth Kennedy. Les scientifiques recherchaient des signes de mort violente, blessures à l'épée, fractures dues à des coups de massue, marques de flèches, et ils n'en ont pratiquement trouvé aucun. Parmi tous les squelettes découverts, seuls quelques-uns présentaient des blessures qui pouvaient, avec un peu d'imagination, être interprétés comme des signes de violence. Mais même ces cas se sont révélés controversés. Un examen plus approfondi a montré que les fameux crânes fracturés avaient été endommagés non pas par des armes, mais par l'érosion post-mortem, c'est-à-dire la pression de la terre pendant des millénaires. Les marques que Wheeler avait prises pour des coups de hache se sont avérées être le résultat de fractures osseuses naturelles. La plupart des personnes dont les restes ont été retrouvés dans les rues sont apparemment mortes de causes naturelles. Peut-être de maladie, peut-être de faim. Il n'y avait tout simplement personne pour enterrer leur corps. L'histoire racontée par les ossements n'était pas moins tragique, mais bien plus complexe. Ce n'était pas la chronique d'une bataille glorieuse, mais un épilogue poignant. Le récit des derniers habitants, abandonnés au milieu des ruines de leur propre gloire. À cette époque, la ville était probablement déjà en plein déclin. Le commerce s'était tari, les infrastructures s'effondraient et la population quittait la métropole en masse. Ceux qui restaient étaient peut-être les plus pauvres, les plus malades ou les plus seuls, ceux qui n'avaient ni la force ni les moyens de partir. Leur mort ne fut pas soudaine. Ces 44 squelettes ne sont pas les victimes d'une seule journée sanglante. Ils représentent probablement des personnes décédées sur plusieurs années, voire des décennies, durant la dernière période de la ville. Elles moururent chez elles ou dans des rues désertes, sans personne à proximité pour les enterrer selon les rites ancestraux. L'ordre social s'était effondré. La ville connut une agonie lente et douloureuse, et ces squelettes n'en sont que le dernier témoignage. Ainsi, les témoins muets du massacre devinrent témoins de l'effondrement. Leur récit n'est pas celui de la fureur des conquérants, mais celui du déclin silencieux d'une civilisation. Les ossements de Mohenjo-Daro ne réclament pas de meurtre. Ils murmurent une autre forme de catastrophe, celle de la famine, des épidémies, de la dégradation sociale et de l'oubli. Ils ont réfuté une théorie simpliste, mais ils ont soulevé une question nouvelle, bien plus complexe. Si ce n'est pas un ennemi l'épée à la main, quelle force inconnue a donc causé la disparition de cette grande cité et de ses derniers habitants? Pendant des millénaires, ils furent le néant, un vide historique, un fantôme oublié de tous. Tandis que l'Égypte laissait derrière elle pyramides et sagas pharaoniques, et la Mésopotamie des tablettes cunéiformes, racontant les épopées des dieux et des héros, la civilisation de l'Indus sombra dans un silence absolu. Elle ne laissa ni liste royale, ni chronique, pas même de légendes transmises oralement. Telle une rivière gigantesque, elle s'enfonça sous terre, ne laissant à la surface aucune trace de son ancien cours. Et ainsi en fut-il pendant près de 4000 ans, jusqu'à ce que, dans les années 1920, les fouilles archéologiques mettent au jour cette immense amnésie historique. Un monde que l'on croyait inexistant renaissait de ses cendres. Dès lors, une question fondamentale se posa.
Si cette civilisation a véritablement disparu, l'a-t-elle vraiment été? Que nous ont-ils donc laissé, sinon des ruines silencieuses et des signes illisibles? L'héritage de la civilisation arapéenne s'est révélé bien plus profond et omniprésent que quiconque aurait pu l'imaginer. Il ne clame pas depuis des stèles monumentales. Il murmure, tissé dans le tissu même de l'Asie du Sud moderne. Le premier et le plus tangible héritage est l'idée de la ville. Leurs cités ne sont pas de simples ruines, ce sont des utopies figées dans la brique, un manifeste de rationalité que nombre de capitales européennes auraient envié des millénaires plus tard. Des rues rectilignes se croisaient à angle droit, un système d'égouts sophistiqué, sans équivalent dans le monde antique, avec des canalisations couvertes et des bassins de décantation. Des puits publics, des greniers et, bien sûr, le chef-d'œuvre de leur génie civil, le grand bassin de Mohenjo-Daro. Il ne s'agissait pas d'une croissance chaotique des populations, mais d'un plan prémédité, exécuté avec une précision étonnante sur un vaste territoire. Cette idée d'ordre, d'hygiène et de bien commun, posée à la base de leur métropole, a prouvé qu'une société urbaine complexe était possible sur le sous-continent indien. Mais l'ordre ne régnait pas seulement dans l'aménagement des rues. Leur second héritage était un système, une standardisation remarquable qui englobait un empire de la taille de l'Europe occidentale. Les briques utilisées pour construire les maisons à Mohenjo-Daro et dans la lointaine ville de Lothal avaient le même rapport de côté. 1, 2, 4. Les poids des balances à silex obéissaient à un système décimal unique, permettant aux marchands du golfe d'Oman jusqu'aux contreforts de l'Himalaya de parler un langage commercial universel. Ceci témoigne non seulement d'une unité culturelle, mais aussi d'un système de gouvernance puissant et centralisé, capable d'imposer et de maintenir des normes sur un vaste territoire. Ce réseau invisible de règles et de réglementations était leur véritable empire, un empire d'ordre, non d'armes. Cependant, l'héritage le plus mystérieux et le plus important réside dans le domaine spirituel. En examinant leurs croyances, nous découvrons comme une esquisse un plan pour les futures grandes religions de l'Inde. Sur le célèbre sceau de Pashupati, on aperçoit une figure cornue à 3 visages, assise en posture de yoga et entourée d'animaux. Nombre d'érudits y voient le prototype de Shiva, l'une des divinités suprêmes de l'hindouisme, le seigneur des animaux. Les innombrables figurines en terre cuite de déesses mères, présentes dans chaque foyer, témoignent d'un culte de la fertilité et de la féminité qui allait devenir le fondement du shaktisme. Et le grand bassin, c'est bien plus qu'une simple piscine. Sa dimension rituelle est indéniable. C'est ici que naît l'idée d'ablution rituelle, une purification par l'eau fondamentale dans l'hindouisme et d'autres religions dharmatiques pratiquées aujourd'hui par des millions de pèlerins dans les eaux sacrées du Gange. Ils n'ont pas construit de grands temples comme les Égyptiens. Leurs sanctuaires étaient différents, l'eau, les arbres, les animaux. Le culte du figuier sacré, le pipal, si souvent représenté sur leur sceau, fait directement écho à l'arbre de la Bodhi, sous lequel Bouddha atteignit l'illumination. Le taureau, symbole de puissance et de fertilité, est toujours vénéré comme un animal sacré. La svastika, qui a aujourd'hui une réputation sinistre en Occident, était sur leur sceau un symbole solaire de bonne fortune et de prospérité, comme elle l'est restée en Inde pendant 5000 ans. Leur héritage comprend des biens matériels qui ont constitué le fondement de la civilisation. Ils furent les premiers au monde à cultiver et à transformer le coton, offrant ainsi à l'humanité des tissus légers. Le blé, l'orge et les dattes qu'ils cultivaient
forment encore aujourd'hui la base de l'alimentation de millions de personnes. Leurs routes commerciales, maritimes et terrestres, devinrent les artères par lesquelles le commerce et les échanges culturels se seraient développés pendant des millénaires. Et pourtant, leur plus grand héritage est le mystère. La lettre indéchiffrée constitue une lacune béante dans notre compréhension, mais aussi une source d'inspiration puissante. Elle nous rappelle que le passé ne parle pas toujours clairement. Parfois, il ne laisse que des traces, à partir desquelles il nous appartient de reconstituer le tableau. La civilisation de l'Indus ne s'est pas simplement évanouie, elle s'est dissoute. À l'instar d'un morceau de sucre qui se dissout dans l'eau, la rendant sucrée, la culture arapéenne s'est elle aussi dissoute dans les peuples et les cultures qui lui ont succédé, transmettant son héritage. Ses villes furent désertées, sa langue réduite au silence, mais ses idées, ses symboles, ses technologies et ses croyances furent repris, réinterprétés et tissés dans la trame complexe que nous appelons aujourd'hui la civilisation indienne. Elle n'est pas morte, elle est devenue un ancêtre immortel, un fondement invisible, la première couche d'un grand édifice culturel qui continue de se construire jusqu'à nos jours. Et lorsque nous contemplons l'Inde moderne, ses rituels, ses symboles et son mode de vie, nous ne percevons peut-être qu'un écho lointain mais clair d'une voix qui résonnait jadis dans la vallée de l'Indus. Pendant des décennies, le mystère de Mohenjo-Daro a ressemblé à un roman policier dont le dénouement serait incomplet, révélant le coupable ultime. Les théories se succédaient comme des ombres, le grondement des chars aryens, la colère des dieux, de mystérieuses épidémies. Mais toutes s'effondrèrent sous le poids des faits, ne laissant qu'un vide abyssal à la place de la réponse. La vérité, en réalité, ne se cachait ni dans l'éclat des épées, ni dans les éclairs célestes. Elle était écrite dans une langue que nous commencions à peine à déchiffrer, la langue de la Terre elle-même. Au XXIe siècle, des chercheurs ont découvert de nouvelles clés, forgées non pas dans les forges de l'Antiquité, mais dans le silence des laboratoires modernes. Et ces clés ont ouvert la porte à une solution bien plus grandiose et tragique que n'importe quelle bataille. Le premier et principal facteur est le climat. Nous avons tendance à considérer l'histoire comme un drame où se jouent les volontés humaines, mais nous oublions que le théâtre de ce drame est lui-même un personnage vivant, vibrant et capricieux. La civilisation arapéenne a prospéré durant une période climatique exceptionnelle. Pendant des millénaires, les moussons, ces grands fleuves célestes, furent prévisibles et généreuses. Chaque été, elles apportaient une humidité vitale depuis l'océan Indien, remplissant les rivières, nourrissant les champs de blé et d'orge et assurant la prospérité des mégapoles. Tout le système complexe d'urbanisme, d'agriculture et de commerce était accordé à ce rythme immuable de la nature. L'Indus et ses affluents étaient le cœur de la civilisation et les moussons, le souffle qui faisait battre ce cœur. Mais il y a environ 4000 ans, l'horloge céleste commença à se dérégler. Les paléoclimatologues, étudiant les sédiments de la mer d'Arabie, les carottes de glace des glaciers himalayens et même les concrétions dans les grottes, firent le même constat. Comme si un chef d'orchestre invisible avait modifié la partition, les moussons commencèrent à s'affaiblir. Été après été, les pluies se firent de plus en plus rares, les hivers plus secs. Ce ne fut pas une catastrophe soudaine, ni un déluge, ni une pluie de feu. Ce fut une lente et inexorable suffocation. Année après année, les récoltes diminuèrent, les rivières s'asséchèrent, le puissant Indus, qui conservait encore toute sa force, perdit de son ampleur et ses affluents se transformèrent en ruisseaux.
Le second indice nous est parvenu grâce aux satellites en orbite autour de la Terre. Leur vision omnisciente a permis de discerner, sous les sables du désert du Thar, ce qui était resté caché aux yeux des hommes pendant des millénaires. Le lit d'un fleuve gigantesque, aujourd'hui asséché. Les scientifiques le nomment aujourd'hui Gagar Hakra. Dans l'Antiquité, il s'agissait probablement du légendaire fleuve Sarasvati, célébré dans les hymnes védiques comme la mère de tous les fleuves. Des centaines, voire des milliers, de villages arapéens étaient établis sur ses rives. Pour eux, la Sarasvati était bien plus qu'une simple source d'eau. Elle était l'axe de leur monde. Mais des mouvements tectoniques survenus bien plus tôt dans l'histoire de l'Himalaya ont privé le fleuve de ses eaux glaciaires, le rendant entièrement dépendant des pluies de mousson. Et lorsque les moussons se sont affaiblis, le sort de la Sarasvati fut scellé. Le grand fleuve se transforma d'abord en une succession de lacs, puis en un marécage, et finalement, son lit fut englouti par le sable. Toute une région, jadis une oasis florissante, s'est transformée en un désert aride. Les villes et les villages qui se dressaient sur ses rives se sont retrouvés sans eau, sans vie, sans avenir. Le troisième indice, le plus personnel, provenait des restes des habitants eux-mêmes. L'analyse isotopique de l'émail des dents et des os trouvés dans des sépultures de la période récente a révélé une histoire humaine poignante. La composition chimique de l'eau qu'une personne boit s'imprime à jamais dans son corps. Et ces passeports chimiques ont révélé que la population avait commencé à migrer en masse. Les habitants ont abandonné les terres arides de la vallée de l'Indus et se sont déplacés vers l'est et le sud, vers la plaine du Gange et le Gujarat, où les précipitations locales étaient plus régulières. Il ne s'agissait pas d'une fuite paniquée, mais d'une migration lente et désespérée qui s'est étendue sur plusieurs générations. Le tableau du déclin se dessine clairement. Ce n'était pas une mort par commotion cérébrale, mais par épuisement dû à la faim et à la soif. Imaginez Mohenjo-Daro dans ces dernières décennies. La vaste cité, conçue pour abriter des dizaines de milliers d'habitants, se vide lentement. Les grands greniers sont à moitié vides. Le complexe système d'égouts, une merveille d'ingénierie, tombe en ruine faute d'eau pour l'alimenter. Les rues, jadis grouillantes de marchands et d'artisans, deviennent silencieuses et délaissées. Les normes se dégradent, les briques sont de qualité inférieure, des maisons sont construites sans plan, bloquant la circulation. Le pouvoir centralisé, dont la légitimité reposait sur sa capacité à garantir la prospérité et l'ordre, perd de son autorité. À quoi bon un dirigeant incapable de faire pleuvoir? Un système culturel et économique unifié, maintenu par des normes de poids communes, un système d'écriture unique et des routes commerciales, commença à se désintégrer en poches isolées. Les gens ne transportaient plus de marchandises sur des milliers de kilomètres, ils luttaient pour survivre sur leur propre terre. Les villes gigantesques, ces organismes complexes exigeant des ressources colossales, devinrent non viables. La civilisation ne disparut pas du jour au lendemain. Elle dégénéra, se simplifia et revint à des formes d'organisation moins complexes. Les citadins redevinrent agriculteurs, se dispersant dans de petits villages à la recherche d'eau. La grande civilisation urbaine de l'Indus se fondit lentement dans le paysage rural de l'Hindustan. Ainsi, le principal ennemi de Mohenjo-Daro ne portait pas de casque de bronze et ne parlait pas de langue étrangère. Son ennemi était un ciel transformé et une terre aride. Les Harapéens perdirent la guerre non pas contre un autre peuple, mais contre la planète elle-même.
Leur histoire n'est pas un récit de conquête, mais un grand drame écologique, un avertissement sur la fragilité même du monde le plus complexe et le plus prospère lorsque la nature décide de changer ses règles. Le peuple de l'Indus ne fut pas anéanti. Il fut contraint à une transformation radicale, laissant derrière lui ces grandes cités comme des monuments silencieux à un monde assoiffé non par le feu, mais par la soif. Nous nous tenons à la dernière page d'un grand livre, écrit non pas à l'encre, mais avec de l'argile et le temps. Devant nous s'étend Mohenjo-Daro, ville fantôme aux rues désertes et aux maisons muettes depuis 4000 ans. L'air brûlant frémit sur les ruines, et dans ce silence, résonnant comme une cloche, la question centrale de notre voyage demeure: où sont passés ces créateurs? Nous avons parcouru un long chemin pour trouver une réponse. Nous avons écarté les théories simplistes, mais séduisantes, d'une catastrophe soudaine. Aucune trace d'une grande bataille, aucune preuve d'une épidémie mortelle, aucune roche en fusion issue d'un feu céleste. L'archéologie, la génétique et la climatologie, tels 3 enquêteurs chevronnés, ont examiné la scène de crime où une civilisation entière a été anéantie et le coupable restait introuvable. La vérité s'est révélée bien plus complexe et terrifiante qu'un simple cataclysme. La civilisation de la vallée de l'Indus n'a pas été anéantie. Elle s'est éteinte lentement. Ce n'était pas une exécution, c'était une suffocation. Imaginez un monde où la vie dépendait entièrement du rythme de la nature. Des centaines de villes et de villages, disséminés sur une superficie plus vaste que l'Égypte et la Mésopotamie antique réunies, vivaient au rythme des moussons. Les grands fleuves, l'Indus et son compagnon mythique, la Sarasvati, étaient les artères de cette civilisation. Chaque année, ils apportaient eau et limons fertiles, remplissant les greniers et permettant au commerce de prospérer. Ce système était finement réglé, fonctionnant comme un unique et gigantesque mécanisme. Mais que se passe-t-il lorsque le cœur de ce mécanisme commence à dysfonctionner? Il y a environ 4000 ans, le climat de la planète commença à se dérégler. Les moussons, ce métronome céleste, devinrent imprévisibles. Leur rythme fut perturbé. Des années de pluies abondantes alternèrent avec des décennies de sécheresse intense. Les fleuves qui portaient la vie commencèrent à se transformer. La puissante Sarasvati, célébrée dans les hymnes antiques, commença à s'assécher, se muant en une succession de marécages et de lacs salés jusqu'à disparaître complètement, ne laissant derrière elle qu'un lit asséché dans le désert. L'Indus et ses affluents se mirent à errer, changeant de cours, inondant certaines villes et condamnant d'autres à la soif. Pour une civilisation bâtie sur l'eau, c'était une condamnation à mort qui s'étendait sur des siècles. Les récoltes chutèrent. Les immenses greniers, la fierté de Mohenjo-Daro et d'Harappa, commencèrent à se vider. Les réserves alimentaires qui avaient constitué le fondement de leur société complexe, nourrissant artisans, marchands, prêtres et administrateurs, s'épuisèrent. Mais la nature n'était pas leur seul ennemi. Le second, involontaire, était l'homme lui-même. Leur succès devint la cause de leur déclin. Les millions de briques parfaitement cuites qui servaient à bâtir leur ville représentaient des millions d'arbres abattus. Les forêts de la vallée de l'Indus s'éclaircirent, laissant place aux champs et aux pâturages. La déforestation entraîna l'érosion des sols, rendant la terre encore plus vulnérable aux caprices du climat. Ils créèrent un désert artificiel autour de leurs oasis artificielles. Ils étaient si habiles à dompter la nature qu'ils ne s'aperçurent pas qu'ils s'étaient infligé une blessure qui leur serait fatale.
le système complexe commença à se désintégrer. Le pouvoir centralisé, s'il avait existé, perdit son emprise. Des normes de poids uniformes, un système d'écriture unique et un plan d'urbanisme spécifique, tous ces marqueurs d'une grande civilisation commencèrent à disparaître. Les routes commerciales qui les reliaient à la Mésopotamie et à la côte de la mer d'Arabie furent coupées. Les cités géantes, ces chefs-d'œuvre d'urbanisme, devinrent trop coûteuses à maintenir. Elles se transformèrent en forteresses de pierre, et les gens partirent. Mais ils ne disparurent pas comme par magie. Ce ne fut pas une extinction de masse, mais une grande dispersion. Les habitants de la vallée de l'Indus entamèrent une lente migration. Non pas une débandade, mais un exode progressif, génération après génération. Ils se déplacèrent vers l'est jusqu'à la vallée du Gange, où le climat était plus humide et plus stable. Ils allèrent ensuite vers le sud, au Gujarat, où ils fondèrent de petits villages. Ils se mêlèrent à d'autres tribus et peuples. Une grande civilisation, tel un fleuve, s'est divisée en des centaines de ruisseaux plus petits qui ont coulé vers une nouvelle terre, une nouvelle histoire. Elle n'est pas morte, elle s'est transformée. Sa culture urbaine unique s'est dissoute dans un mode de vie plus simple, agricole. Leur langue s'est éteinte, leur écriture est tombée dans l'oubli, mais leur gène, leur artisanat, leurs croyances ancestrales, rien de tout cela n'a sombré dans l'oubli. Tel un courant sous-jacent, l'héritage de la civilisation de la vallée de l'Indus a traversé les siècles, se manifestant dans les cultures ultérieures de l'Hindustan. L'image du proto-Shiva sur les sceaux préfigure l'une des principales divinités de l'hindouisme. Leurs ablutions rituelles annoncent des traditions sacrées. Leur technique de travail des métaux et de la céramique jette les bases des artisanats des empires futurs. Ils ont posé la première pierre de cet édifice grandiose que nous appelons aujourd'hui la civilisation indienne. Alors, que représente Mohenjo-Daro aujourd'hui? Ce n'est pas seulement un monument à la mémoire d'un peuple disparu. C'est une leçon d'un monde englouti, qui nous est légué. L'histoire de son déclin est un miroir dans lequel nous, habitants du XXIe siècle, devons nous regarder avec une attention toute particulière. Comme eux, nous avons bâti une civilisation mondiale dépendante de systèmes complexes. Comme eux, nous avons appris à modifier l'environnement à une échelle sans précédent. Et comme eux, nous sommes confrontés au changement climatique global, causé en partie par nos propres activités. Les briques silencieuses de Mohenjo-Daro soulèvent une question troublante. Sommes-nous assez sages pour ne pas suivre leurs traces? Saurons-nous reconnaître la menace avant que nos fleuves ne changent de cours et que nos greniers ne commencent à se vider? Le mystère de Mohenjo-Daro est enfin résolu. Il n'y avait ni envahisseurs, ni extraterrestres, ni colère divine. Il n'y avait que la fragilité d'un système complexe face à un changement lent mais irréversible. Voici l'histoire d'une civilisation qui a atteint des sommets incroyables, mais qui s'est retrouvée impuissante lorsque le monde même sur lequel elle s'était établie a basculé. Et lorsque le soleil se couche à l'horizon, baignant les ruines antiques d'une lumière dorée, la cité semble s'animer un instant. Et dans le murmure du vent sur ces rues désertes, on n'entend pas une lamentation pour le passé, mais un avertissement silencieux adressé à l'avenir, adressé à nous. Le silence de Mohenjo-Daro n'est pas un manque de réponse, mais une question qui résonne à travers les millénaires. Et c'est à notre monde qu'il appartiendra d'y répondre.